Oui, bonjour à tous. Donc, il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous introduire brièvement au droit à l'eau dans le cadre de cette présentation. Tout d'abord, le droit à l'eau tire son origine du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'interprétation de ce pacte indique que le droit à l'eau est implicite. Ce droit se trouve également de façon implicite ou explicite dans d'autres traités des droits de l'homme, comme ceux indiqués à l'écran par exemple. Mais il faut savoir que certains aspects de ce droit se trouvent également dans d'autres traités qui ne sont pas des traités des droits de l'homme, comme ceux de l'Organisation internationale du travail. En plus, il y a également des cadres régionaux qui comportent différents aspects du droit à l'eau, notamment les cadres régionaux de l'Afrique et le cadre interaméricain. Le droit à l'eau que nous possédons en tant qu'individus donne naissance à des obligations pour l'État. On peut les diviser en trois catégories. La première, l'obligation de respecter, signifie que l'État doit s'abstenir d'interférer de manière injustifiée avec le droit à l'eau. Par exemple, cela signifie que l'État ne met pas de barrières en place qui limiteraient l'accès à l'eau à une communauté de façon injustifiée. Deuxièmement, l'État a l'obligation de protéger le droit à l'eau contre les abus des tiers, comme par exemple une compagnie privée qui polluerait une source d'eau potable. Finalement, l'obligation de mettre en œuvre en est une qui nécessite une action de l'État afin de créer les conditions nécessaires pour la réalisation du droit à l'eau pour tous. Ceci peut être fait par exemple avec un système permettant aux plus démunis d'avoir un accès abordable. Outre les acteurs étatiques, il est important de mentionner que d'autres acteurs jouent un rôle important dans la réalisation des droits humains, y compris du droit à l'eau. Par contre, leur rôle est différent. Par exemple, les entreprises devraient respecter les droits humains, mais les traités des droits de l'homme n'importent pas d'obligation immédiate sur les entreprises, qui seront plutôt ultimement encadrées par le contexte national à travers une loi, par exemple. Pour que le droit à l'eau soit réalisé, l'eau destinée à des usages personnels et domestiques doit être de qualité, disponible en quantité suffisante, accessible, acceptable et à un coût abordable. Ceci peut être présenté sous forme de 5 critères que vous voyez à gauche de l'écran. De plus, les principes relatifs aux droits humains de non-discrimination et d'égalité, d'accès à l'information, de participation, d'obligation de rendre des comptes ainsi que de durabilité doivent être garantis. Je reviendrai à ces principes un peu plus tard. Vous les trouvez pour l'instant à droite de l'écran. Les 5 critères du droit à l'eau que nous voyons sur la diapositive en ce moment sont primordiaux dans la réalisation de ce droit. Si j'ai accès à une eau potable de qualité acceptable et à un prix abordable, mais que cet accès est possible seulement après une très longue traversée d'une forêt par exemple, où ma sécurité physique est en jeu, mon droit à l'eau sera également à risque dans de telles circonstances. Le critère d'accessibilité ne serait pas entièrement respecté en raison du manque d'accès sécuritaire et de la distance de cette source. C'est donc important de garder en tête ces 5 critères puisque, ultimement, les 5 sont nécessaires pour la réalisation du droit à l'eau de chacun. Donc, vous voyez ces 5 critères sur l'écran en ce moment avec des mots-clés qui nous permettent de mieux comprendre quelle est la signification de chacun de ces critères. J'aimerais aussi spécifier que des références sont souvent données afin d'évaluer si l'accès à l'eau est suffisant. Par exemple, un minimum de 20 litres d'eau par jour par personne. D'une perspective droit de l'homme, il faut se rappeler que certaines personnes ont besoin de plus d'eau que d'autres. Les références ne doivent donc pas être utilisées comme des valeurs fixes pour évaluer si le droit est réalisé ou non.
Une personne qui a travaillé au soleil toute la journée aura besoin d'un apport plus important en eau, tout comme une personne qui doit utiliser une eau propre pour soigner ses plaies régulièrement. La quantité de 20 litres, donc, ne sera peut-être pas suffisante. Avec ces critères ou ces normes, nous pouvons mieux identifier quel est exactement le problème en termes de droit à l'eau. Une analyse qui tient compte de ces différents critères permettra de savoir si pour un groupe quelconque, le problème se situe au niveau de l'acceptabilité, ou plutôt s'il s'agit d'un problème d'accessibilité physique. Les mesures qui pourront être demandées varieront donc en fonction de ce genre d'informations. En plus de ces critères, le cadre du droit à l'eau nous offre également une série de principes qui sont nécessaires à la réalisation du droit à l'eau. Ces principes sont en fait des procédures à respecter qui permettront de réaliser le droit à l'eau. Par exemple, afin de bien connaître les besoins d'une certaine communauté, la participation de cette communauté et des différents membres de la communauté est primordiale. Sans leur participation, il est possible que l'accès reçu ne soit pas acceptable pour ses membres ou ne soit pas acceptable pour seulement certains de ses membres. La participation de tous est donc primordiale. La population doit également avoir accès à l'information sur, par exemple, le tarif applicable ou la population doit être informée en cas d'une coupure d'eau temporaire due à une contamination. Ce genre d'information doit également être disponible dans un format qui est accessible pour tous. Sans ces garanties procédurales, le droit à l'eau de ces personnes est à risque. Le principe de non-discrimination et d'égalité en est un autre très connu et celui-ci est le centre de l'approche droits de l'homme que de nombreuses organisations déjà mettent en œuvre. En fait, la non-discrimination est une obligation immédiate. Par contre, réaliser le droit à l'eau dès la ratification d'un traité serait difficile. Si l'État ratifie le traité aujourd'hui, il sera presque impossible de réaliser le droit à l'eau pour tous dès demain. Les États s'engagent donc à mettre en œuvre ce droit de façon progressive. Ceci est possible grâce à un engagement de l'État à cet effet. L'État pourra prendre des mesures progressives le plus rapidement possible et avec le maximum de ressources qu'il a à sa disposition. Ainsi, sur le long terme, réaliser le droit à l'eau pour tous deviendra possible si fait de façon progressive et engagée. L'engagement de l'État dans cette direction peut être démontré dans son adoption de lois, par exemple de règlements ou de stratégies. En pratique, les différentes normes et principes liés au droit à l'eau peuvent se trouver dans différents types d'instruments nationaux. On parle soit d'une loi, d'un règlement, une constitution, et ceci varie de pays en pays. Par exemple, le droit à l'eau peut être généralement inclus dans la Constitution, alors qu'une loi pourrait être plus spécifique et contenir une obligation d'assurer que la distribution d'eau potable pour la population à fin d'usage domestique soit la priorité dans l'allocation des ressources en eau. L'exemple de loi à l'écran démontre en pratique un aspect du critère sur l'accessibilité économique, donc ce critère que vous avez vu sur une des diapositives précédentes. Sur cet exemple, on voit que les procédures limitant l'accès à l'eau ne doivent pas priver une personne qui ne peut payer pour ce service selon cette loi sud-africaine. Un décret ou un règlement ou même une politique pourra supplémenter ce genre d'obligation en spécifiant par exemple comment cela sera mis en œuvre, que ce soit par une tarification adaptée ou une subvention pour les gens dans le besoin. D'autres exemples se trouvent dans d'autres documents. Par exemple, les codes de construction peuvent établir l'obligation d'avoir des toilettes séparées dans les écoles ou les lieux publics. Ceux-ci ne sont que des exemples, mais ultimement, nous devrions voir dans le cadre national les différents critères et les principes liés au droit à l'eau. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran. Finalement, je vous mets ici une diapositive avec les possibles recours. Vous pourrez vous y référer un peu plus tard.
Ce qui est important, c'est que les divers mécanismes vers lesquels on peut se référer. Les prestataires de services sont les premiers à contacter. Si les mécanismes au niveau administratif ne sont pas fonctionnels, les mécanismes quasi juridictionnels, tels que les institutions nationales des droits de l'homme, peuvent s'avérer utiles en cas de violation. Si tous les mécanismes nationaux étaient épuisés, il est possible, sous plusieurs conditions, de se tourner vers les instances régionales ou internationales. Ceci conclut cette présentation. Je vous remercie donc pour votre écoute.